Bienvenue à toutes et à tous pour l'émission 19 d'Androtech, l'émission dédiée à Android. Pour rappel, c'est une émission née de la collaboration entre le site frandroid.com et la chaîne tech.tv. Pour cette émission, on vous a préparé le test du Nokia X et pas seulement. On se retrouve tout de suite après le sommaire. Cette semaine dans Androtech, une émission un peu spéciale puisqu'elle complète l'épisode 18 diffusé la semaine dernière. Nous ferons donc un détour par la start-up de la semaine avec un nouveau projet passé au crible pour vous, mais aussi un nouveau test, celui du Nokia X. Premier appareil du finlandais sous Android, mais dans une version à l'arrière-goût de Windows Phone et positionné en entrée de gamme. Facturé 100 €, ce petit smartphone couleur acidulée est-il armé pour rivaliser avec les constructeurs low-cost habituels? Nous étudierons son cas ensemble. Et puis place aux applications avec une sélection spéciale vacances. De quoi vous occuper pendant les longs trajets sur le chemin du soleil, mais aussi vous faciliter la vie au quotidien. Bonne émission et joyeuse Pâques à tous! Et comme chaque semaine, je suis accompagné de Gala, la mascotte de tech.tv et de toute l'équipe que vous connaissez, c'est Pierre-Olivier Dibman. Salut, merci de m'avoir réinvité malgré que j'ai foutu le bordel la semaine dernière. Le dompteur de trolls. Et de l'autre côté, on a Baptiste Michaud. Yep. C'est juste à côté, Yepman. Mon préféré, Edouard Marquez. Ah, c'est très bien de le dire comme ça. Et donc Laure est toujours à Berlin. Et elle sera là à la prochaine émission. Bon, on va remplacer par Gala. Oui, effectivement. Gala, tu fais le sommaire? Miaou, miaou, miaou. Et Gala qui fait community manager pour l'émission aussi. Envoyez des tweets. Envoyez des tweets, elle vous répondra. Bon, on se retrouve tout de suite pour l'actualité. Après une semaine dernière assez chargée en actualité, on a une petite semaine et on a une seule actualité. C'est du Samsung et c'est une gamme de tablettes. Bon, c'est pas la gamme la plus intéressante. Est-ce que ça serait pas la Samsung Galaxy Tab un nombre? 4. 4. Samsung Galaxy Tab 4. C'est voilà, le quoi ça renouvellement c'est la gamme la plus facile d'accès, la plus simple d'accès en termes de prix. C'est l'entrée de gamme de Samsung en termes de tablettes. C'est pas vraiment l'entrée de gamme, c'est-à-dire qu'il y a des petites tablettes qui sont moins chères, mais c'est la gamme principale pour le grand public. D'accord. 7, 8 et 10,1 pouces. Avec des définitions d'écran qui sont similaires, 6280 par 800 pixels, et donc c'est pas très intéressant sur du 10,1 pouces en particulier. Et les prix sont pas non plus hyper intéressant. Je vais me tourner vers Baptiste. Allez. Si tu veux, je peux en parler. Donc les prix, ils vont en gros de 350 à... ils sont autour de 350 à 400 €. En fonction des versions. Je crois qu'il y a une version Wi-Fi, une version 4G pour chaque version. Voilà. Là, il y a à peu près une centaine d'euros de différence entre les versions Wi-Fi et les versions 4G. Et finalement, c'est assez cher quand même, 350 € pour, mais c'est quand même beaucoup plus accessible que toute la gamme Note, qui est elle beaucoup plus, qui est elle destinée à des professionnels et qui ajoute le stylet et des performances et des caractéristiques beaucoup plus importantes. Mais du coup, pour ce prix, à quoi a-t-on le droit? Pour ce prix, alors on a le droit à un processeur dont on ne connaît pas la source, c'est du Quadricur cadencé à 1,2 GHz, qui doit peut-être de l'Exynos. Voilà, c'est ça que j'allais dire, c'est probablement de quelque chose de maison. Probablement, peut-être pas, parce que comme il y a la version 4G qui existe, c'est peut-être du Snapdragon. D'accord. Je ne sais pas, peut-être qu'il va y avoir plusieurs variantes. On a 1,5 Go de RAM, ce qui est bien. Bien, mais pas top. Et des petits stockages, quand même 8 à 16 Go de mémoire selon les modèles. Toujours la possibilité de rajouter une carte SD, j'imagine. Exactement. Et du coup, on a également deux capteurs photo qui sont pas très intéressants. C'est 3 mégapixels à l'arrière et 1,2 mégapixels à l'avant. En même temps, on se parle d'une tablette. Mais c'est pas intéressant sur 10,1 pouces, mais c'est plus intéressant sur 7 pouces pour le coup. Ça va pas faire rêver du geek, les caractéristiques sont assez faibles, mais ça c'est des tablettes accessibles, et donc, simples. Donc on trouve une partie de l'expérience logicielle et de service de Samsung. C'est que ça sort quand? Ça sort très bientôt, en gros c'est déjà en précommande dans certains pays européens comme aux Pays-Bas.
donc ça va arriver au mois d'avril. Voilà, faut avril, s'attendre à ce que ça arrive dans les magasins. Voilà. Et nous, ça sera, on aura pour rappel chez Samsung des 13 entrées de gamme dont on ne connaît pas vraiment. Voilà, ça va être en fonction des pays, c'est pas très intéressant. On a cette gamme Galaxy Tab, suivie par les Galaxy Tab Pro et les Galaxy Note Pro ensuite, qui sont les Rolls-Royce de Samsung. L'étendard, sachant que l'étendard c'est la Galaxy Note Pro. Qu'on a testé il y a déjà 2 émissions, je crois, ou 3 émissions. Un peu plus, ouais, c'est ça, 3 émissions. Voilà, 3 émissions, qui est la tablette premium de Samsung. Cette gamme-là, elle est juste là pour porter le nom Galaxy. Galaxy Tab. Parce que les gens rentrent dans un magasin et disent je veux une Galaxy Tab ou un iPad. Ça se passe souvent comme ça. Donc Samsung répond à tous les prix. Donc sur internet, dans le chat sur YouTube, parce qu'on peut participer à chaque émission, à chaque coulisse d'enregistrement, on me demande s'il y a mieux pour le même prix. Alors ça c'est une vérité générale, sur l'entrée de gamme, que ce soit pour les smartphones ou pour les tablettes, clairement les grandes marques sont rarement très intéressantes en termes de prix. Sur l'entrée de gamme, on va aller privilégier des petites marques, des Arcos, des Wiko, ou ce genre d'appareils. C'est vrai que les Samsung et les LG sont rarement compétitifs. Justement, je vais peut-être te contredire, parce que le format 8 pouces à 270 €, on a la LG G-Pad de 8.3 qui est moins cher, avec de l'écran Full HD, du S600, etc. Ou S800 je crois. En tout cas, elle est bien mieux c'est vrai qu'il y a des exceptions. Ouais. Il y a des exceptions. LG sont pas mal en termes de prix. Allez Baptiste, tu vas te préparer, on va passer à la séquence startup, c'est l'autre partie de l'actualité. J'ai demandé à Baptiste de me préparer une petite séquence start-up et a priori tu as été voir ta maman. Non, je voulais revenir sur une start-up qu'on avait. Tu vas comprendre la référence après. D'accord. Je voulais revenir. Curieux, là, t'as toute mon attention. Je voulais revenir sur une start-up qui a été présentée au CES 2014, qui a été faite par des anciens de Nabastag. C'est une start-up française et ils présentent un produit qui s'appelle The Mother. C'est pas une référence à How I Met Your Mother qui vient de terminer. L'idée, c'est qu'on a un appareil qui va servir de gateway, d'appareil central dans la maison et qui va se connecter à des capteurs. Et il va y avoir plein de capteurs qu'on appelle des motion cookies. Et ces capteurs communiquent. C'est ça. On peut les placer sur une brosse à dents, dans ses chaussures. Voilà, l'idée c'est que c'est des capteurs de température, de mouvement et qui vont servir d'interrupteurs pour déclencher des actions et des notifications. Et c'est pour ça que ça s'appelle The Mother. C'est parce que la Sense Mother, c'est parce que les actions qui vont être déclenchées par ces capteurs vont se répercuter comme des notifications. Et donc tout le monde va pouvoir être au courant. Et donc le fameux hello qui est à la maison, je viens de rentrer, qui est à la maison, qu'on lance quand on rentre chez soi pour savoir qui est chez soi, qui de la famille est chez soi, et là on va avoir les notifications. Par exemple, c'est un des usages. J'avais pu les rencontrer au CES à Las Vegas en janvier dernier. Voilà. Ils présentaient Mother 2.0. Mother 2.0, c'est un petit peu le haut de l'iceberg. En dessous, quand on creuse, on a une plateforme qui s'appelle OpenSense, qui a en fait une mission ultra compliquée, mais qui est primordiale, c'est réunir tous les objets connectés dans une plateforme. Voilà, et finalement, c'est donc une plateforme qu'ils avaient lancée avant leur device qu'ils ont présenté en début d'année et qui intègre et qui a pour but. Parce que Mother 2.0, en fait, c'est un petit peu l'après-lapin. De Nabastag, oui, c'est quelque chose d'assez similaire, mais dans le. Mais le cœur du système, c'est cette interface. Mais la valeur ajoutée, ça va vraiment être la plateforme qui va pouvoir être capable d'intégrer plein d'événements et de les redispatcher comme des notifications ou de faire des statistiques. Par exemple, il suffit de mettre effectivement un capteur sur sa brosse à dents et combien de fois on a utilisé sa brosse à dents. C'est le genre de use case qui veulent. On pourra brancher d'autres objets connectés qui veulent déclencher. Je me souviens qu'à l'époque, quand j'avais regardé la vidéo de présentation, elle était vachement axée surveillance des gamins, etc. Exactement. Et j'avais trouvé ça assez flippant en fait. Parce que bon, là on représente le projet
d'une façon proactive, c'est-à-dire c'est nous qui plaçons les capteurs, etc. Mais ça peut être aussi des capteurs qui sont placés dans la maison par une autre personne, une autorité parentale, à des fins de surveillance. Moi j'avais trouvé ça un petit peu... Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on évite d'avoir ces données stockées sur le cloud. Normalement, tout est stocké dans le Mother 2.0 et ça devrait rassurer le grand public en tout cas. Même si les entreprises sont plutôt axées sur le cloud, le grand public a peut-être envie d'éviter. Tout à fait, surtout sur des données aussi personnelles. Donc ce device, il a été présenté en début d'année, il sera disponible très bientôt, il est aujourd'hui en précommande avec des packs qui sont entre 165 et 300 euros. Donc voilà, on attendra de le tester. C'est effectivement cher. C'est une première version. C'est effectivement une première version et on attendra que le produit évolue et que la plateforme évolue. Merci Baptiste pour cette séquence startup. De rien. On va passer tout de suite au test de la semaine. On va directement en Finlande chez Nokia. Grande surprise du Mobile World Congress 2014 en février dernier, c'est Nokia qui nous révélait l'existence du Nokia X dont on parlait depuis longtemps dans les rumeurs. Nokia X, c'est 3 téléphones, le X, XL, X+, c'est surtout un système basé sur Android, on va en parler, qui s'appelle le Nokia X Platform Service et qui n'a rien à voir avec le Android de Google. On présente le Nokia X, enfin rien à voir, c'est faux. On va en parler. Je suis d'accord, je t'ai entendu gronder, je sais pas si présentant le téléphone. Toi, mais... C'était Edouard déjà, mais... Non, effectivement. mais on va en parler. On va présenter le téléphone. En France, on va commencer par le modèle Nokia X, donc le plus bas de gamme, qui est déjà sorti. On peut le précommander chez la plupart des revendeurs pour moins de 100 €. C'est-à-dire qu'il est vendu 119 € avec 20 € d'ODR. Faites le calcul. Autour d'une centaine d'euros. Ça fait 99 €. Et voilà, c'est le prix. Tout le monde a le même prix. Et on aura le droit au XL au mois de juin. Et donc, on n'aura pas le droit au X+, qui a de mémoire, un peu plus de mémoire RAM. Voilà. Et une carte SD de 4 Go offerte. Nous, on a le droit au Nokia X. Donc, pour 99 €, qu'est-ce que vous avez? Donc, on a un écran de 4 pouces. Donc c'est un petit écran, on a là dans la main un petit téléphone. On sent la solidité et le savoir-faire Nokia. Il est un petit peu épais, mais on a l'impression d'avoir quelque chose de solide dans la main. 480 pixels. Il rappelle ce qu'avait appelé Nokia le Unibody à l'époque où il faisait des téléphones aussi très colorés chez Windows Phone. Ça rappelle les Lumia, clairement. Ouais. Et pas besoin de régler votre écran, je préfère vous signaler. C'est normal, les couleurs sont flashy. Je vais vous montrer le vert à côté. C'est très flashy, en particulier le vert. C'est tellement flashy que ça dérange l'œil en fait. Ouais, c'est incroyable. Moi, je trouve que c'est intéressant. Moi je trouve ça super cool, mais c'est incroyable parce que cette couleur accroche le regard. Donc je vais vous montrer, en fait on peut personnaliser les coques. Ça passe pas du tout inaperçu et c'est effectivement Et donc, comme le 3310 quelques années auparavant, vous allez pouvoir acheter votre coque et la personnaliser. Ils ont prévu un bleu qui est vachement sympa, au passage. Après, tu pourras faire des coques au vin. C'est la force de Nokia, on va faire comme si on n'avait pas entendu. C'est la force de Nokia d'afficher cette personnalisation. On continue sur les specs peut-être un peu. L'appareil photo à l'arrière, c'est 3 mégapixels. Donc, signalons que vraiment de l'entrée ni de gamme. flash ni autofocus. Donc on est vraiment dans l'entrée de gamme. On n'a pas du tout les belles propositions de photos de Nokia. Ouais, on est vraiment à des kilomètres de ce que Lumia, sur les Lumia Nokia propose. À l'avant, on n'a pas de capteur. On n'a pas de capteur photo frontal, donc exit de faire des selfies. Sauf si on vise au pitch. Ils n'ont pas pensé à moi. Ce qui est quand même un peu dommage dans le monde actuel. On fait un petit tour aussi du côté chipset. On a le Qualcomm Snapdragon S4. C'est le S4 Play. C'est de l'entrée de gamme, clairement. C'est en gros une CPU Cortex A5 avec de l'Adreno 203, je dis pas de bêtises, en GPU. Et moi je vais vous casser direct parce qu'en fait il y a quelques temps on est allé à la DroidCon Tunisie avec Théo
Et en fait, ce fameux processeur... le Cortex A5 ? Non, le Qualcomm... Le S4 Play. S4 Play. Voilà. Et ce modèle-là en particulier, il n'est plus du tout mis à jour par Qualcomm. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y aura jamais de mise à jour supérieure d'Android, si ce n'est... On va parler du logiciel juste après, et vous allez voir que ça peut poser un problème parce qu'il n'est pas sorti en KitKat. Bah, il connaîtra jamais KitKat pour le coup. Et du coup, pour finir, sur la mémoire, on a 4 Go de mémoire interne. Je préfère tout de suite vous arrêter. Et il y a très peu d'espace disque disponible. Avec toutes les applications pré-embarquées, vous allez avoir 1 Go de disponible. Heureusement, il y a un slot de micro SD. Du coup, là, vous allez pouvoir stocker vos applications sur la carte micro SD et être sauvé. Mais il va falloir investir dans une carte micro SD supplémentaire. Il faut rajouter 10 à 15 euros. Tout de suite, non négligeable quand même. Surtout quand on est sur de l'entrée de gamme. Batterie amovible, 1500 mAh. On reviendra sur l'autonomie, mais... Et les couleurs disponibles à la sortie, c'est noir, bleu, vert, rouge, blanc et jaune. Avec les couleurs qu'on connaît de Nokia. Il est agressif. Mais alors le jaune, je me demande ce que ça doit être. Le jaune, ça est probablement des jaunes similaires à ceux qu'on a sur les Lumia, c'est-à-dire tout aussi flashy. Autre particularité, je vais vous montrer. Regardez, vous allez voir par vous-même. Il y a 2 slots carte SIM qui permet de faire du double SIM. Ce qui est en général la signature d'un téléphone fait pour le marché chinois. Voilà, effectivement. Néanmoins, ça reste intéressant, surtout à moins de 100 euros. On va s'intéresser de plus près à la plateforme, au logiciel. Comme je disais en introduction, ce n'est pas de l'Android avec Google. Nokia a pris de l'Android Open Source Project et l'a modifié à sa sauce. Elle l'a pas modifié, en tout cas a rajouté sa sauce dessus. Tout à fait. Tu nous en parles, qui vous? Alors, soit Edouard, soit Pod. N'importe. Les spécialistes de la ROM Android. On va en parler tous les deux. Donc, pour bien rappeler l'expérience. Pour bien rappeler ce qu'est Android, il s'agit de 2 choses. Il s'agit d'une part d'un système d'exploitation avec un noyau Linux, une machine virtuelle pour aller interpréter du bytecode Java et évidemment des applications. Mais il s'agit aussi et surtout d'un framework qui donne un certain nombre d'API. Ces API-là permettent aux applications d'accéder au matériel et à d'autres choses qui sont propres au système. Android a la particularité d'être logiciel libre, c'est-à-dire que tout le monde peut récupérer les sources, les utiliser, les modifier et en quel cas doit d'ailleurs les redistribuer s'il en fait un usage commercial. La version 100% logiciel libre d'Android s'appelle AOSP, Android Open Source Project. Que tout le monde peut télécharger. Que tout le monde peut télécharger, il y a 12 Go de source. Si vous avez une soirée à perdre, vous pouvez compiler Android. Ouais, alors avec tout le setup de l'environnement, ouais, effectivement, une grosse soirée. Une bonne nuit alors. Voilà, bon, ça peut aller vite quand on a la bonne machine, mais. Ouais. Je sais quoi, c'est 3-4 heures à compiler. Non, ça dépend, ça dépend de ta machine, mais tu vas t'embêter avec ta version de Java et compagnie. Enfin, il y a plein de particularités. Quoi qu'il en soit, cette version-là, Android Open Source Project, ne contient absolument rien de chez Google. Il n'y a pas de Google Play, il n'y a pas de Hangout, il n'y a pas de Google Plus. Oui, c'est ça quand je disais, quand il n'y a pas Google Play. Et il n'y a pas non plus un client mail, un client pour le planning, l'agent. Mais vite fait, parce que par exemple l'appli musique, c'est celle d'il y a de 2.3. Donc AOSP, il n'a plus évolué. Il y a un lecteur de vidéo, je crois aussi. Tout à fait. Tout est fonctionnel. Simplement, Google est absent complètement de ce code-là, et il n'y a donc pas Google Maps, et donc pas les API de Google Maps. Le seul code qui est propriétaire, c'est le code des services Google. Exactement. Donc ils ont juste enlevé ce code. Et ce qui s'est passé avec Nokia, c'est que Nokia a récupéré donc ce projet, AOSP, les sources et partout, Android 4.1. Partout où il y a dans les versions commerciales d'Android des services Google, Nokia a mis des services Nokia ou surtout des services Microsoft. Donc on a un Nokia Store
qui est l'ancienne plateforme Ovi, si je me rappelle bien du nom de l'ancien nom du Nokia Store. Ouais. Il y a les services de push de Microsoft, il y a la cartographie de Nokia. Il y a très peu de Microsoft. Et tout est fait pour que les API de ces services-là soient 100% calqués sur les API des services Google. Donc en général, il y a très peu de choses à modifier quand on utilise des API Google. Maintenant qu'on a compris, je vais vous montrer exactement ce que ça donne en vrai. On a donc l'interface, on allume son Nokia, voilà l'interface qu'on a. Ça ressemble à Windows Phone, on retrouve les tuiles. C'est des tuiles avec la petite couche Android, c'est-à-dire qu'on va pouvoir installer des widgets en fait, voilà. Intercalés entre les différentes tuiles. Et là, ce dont on se parle, c'est une application, c'est le launcher. Ouais, du coup, pour installer widget, j'ai toujours du mal. Moi, à chaque fois, il me le propose par défaut. Bon. À gauche, on a la zone de notification. Voilà. On va pouvoir accéder à toutes les... Qui mixe à la fois les notifications et les dernières applications utilisées. Parce que, à la différence des mobiles Android, on a moins de boutons, on a juste un bouton back au milieu, en bas de l'écran, et donc pas de bouton virtuel. Okay. Et donc du coup, on n'a pas de bouton multitâche, et donc quand on veut switcher d'une application à une autre, on appuie sur back pour revenir à l'accueil que propose Nokia, et on peut switcher à gauche ou à droite pour avoir les dernières applications. Dans la barre de notification, qu'on n'appellera plus barre de notification, c'est qu'il n'y a plus de notification vu qu'ils sont à gauche, on retrouve juste tous les paramètres pour accéder aux réglages. Enfin, on a l'écran de déverrouillage qui va afficher les notifications. Globalement, cette expérience est intéressante, elle est assez complète, néanmoins elle est lente. Elle n'est pas fluide. On a l'impression que cette interface n'a pas été créée pour l'architecture qui est dans le Nokia X. J'ai à côté un téléphone, un autre Nokia X que j'ai bidouillé. C'est-à-dire que j'ai juste installé les services Google et le Google Play. Et un launcher, voilà. Ouais. Et j'ai installé le launcher, et là vous allez pouvoir vous apercevoir que ça change tout. C'est beaucoup plus fluide. On se retrouve avec l'expérience Android qu'on connaît un peu mieux. Par contre, modulo les boutons. On retrouve les mêmes ralentissements quand on lance une application. Le lancement se compte en secondes. Donc on est quand même en face d'un téléphone d'entrée de gamme avec une architecture, comme tu l'as souligné Edouard tout à l'heure, très faible. Est-ce que le téléphone est utilisable avec un launcher Non, il est utilisable avec le launcher Nokia et il est encore plus utilisable avec le launcher Android. Par contre, en face, sur les téléphones chinois à moins de 100 €, on a quelque chose de mieux. On a quelque chose de mieux et on va pas devoir bidouiller pour installer Google Play parce que un de ses points faibles, donc comme j'ai dit, le Nokia X a malheureusement une offre logicielle qui est vraiment, c'est le départ. Voilà, on va pas trop critiquer ça. Il y a peu d'applications. Je sais pas si ça ira beaucoup plus loin, mais en tout cas, pour le moment, c'est clair qu'il y en a pas. Ils ont l'essentiel, Facebook, Twitter, etc. Ils ont du coup directement proposé sur leur market un autre market, c'est Aptoide. Aptoide, certains pirates connaissent très bien, mais c'est pas l'essentiel. Tu peux nous expliquer justement? C'est une application donc, qui a été rendue disponible sur le store. Et Aptoide, qu'est-ce que c'est? C'est un market alternatif qui a une petite particularité, c'est que il n'y a pas une source unique. Exactement, on peut rajouter d'autres sources d'applications et se connecter à d'autres markets. Linux connaissent ça. Oui, tout à fait. Ça ressemble au dépôt sur Debian ou Ubuntu où on peut rajouter des sources d'applications ou de code source. Et là, en l'occurrence, tel qu'on le télécharge Aptoide, il est configuré de telle façon à ce qu'il y ait que des dépôts d'applications qui sont légaux, mais évidemment, la plupart des utilisateurs s'empressent d'ajouter les adresses des dépôts un petit peu plus black market, si on peut dire comme ça. Et critiquable. Vous pouvez utiliser Aptoide tant que vous n'installez pas de dépôt avec du black market, vous êtes dans la légalité. Et il y a d'autres gens qui ont choisi de bypasser la faiblesse de l'écosystème logiciel de la plateforme Nokia X, c'est en ajoutant les services Google, c'est ce que tu as fait. Donc il y a tout un tutoriel que vous retrouvez sur Frandroid, c'est accessible mais pas tout le monde. C'est-à-dire que vous allez devoir installer 3 APK parmi lesquels il va falloir router le device, il va falloir installer des APK, il va falloir traficoter un peu les fichiers. Voilà, moi j'ai envie de dire prudence, si vous ne savez pas ce que vous faites, le faites pas. Et préférez un téléphone à moins de 100 € avec le Google Play par défaut. Par contre, une expérience Android en 15 minutes, classique. En 15 minutes, si vous savez un peu bidouiller, vous allez pouvoir installer le Google Play, c'est ce que j'ai fait, ça fonctionne très bien. Mais alors qu'est-ce qu'on en pense de cette expérience
Nokia, si on n'installait pas les Google Play, si on changeait pas le launcher. Elle est suffisante. Elle est suffisante. Mais moi je trouve qu'elle est quand même dégradée quand on a vu les Lumia et quand on a vu l'interface de Windows Phone qui propose quelque chose de fluide, de joli et où le design et l'animation sont bien intégrés. Oui, le design va avec l'animation. Moi je trouve que... T'es pas du tout sur la même gamme de prix. Hein. C'est vrai. T'as un téléphone à moins de 100 euros, le Lumia je crois de mémoire commence peut-être en dessous des 200 euros et va jusqu'à 500 et plus de 500. Exactement, c'est pas le même concept au niveau du prix, mais c'est quand même dommage. Et puis cette copie de l'interface Lumia sur Android, ça donne quelque chose de dégradé. Les animations sont pas adaptées au design, sont pas adaptées à la puissance de la machine. Et je trouve ça dommage. Effectivement, j'ai hâte. Mais moi, j'encourage Nokia à continuer à investir dans Android, dans l'écosystème Android. C'est toujours un acteur supplémentaire qui va donner du volume supplémentaire pour les développeurs d'applications. En conclusion, c'est moi qui ai testé le téléphone avec Laure. Malheureusement, Laure n'est pas là. On avait tous les deux un téléphone, ils sont là. Donc on a pu avoir un avis chacun tranché. Laure, pour le coup, trouve que c'est largement suffisant et préfère rediriger directement les consommateurs vers des téléphones soit de marques chinoises, taïwanaises ou coréennes quand il y en a certains à moins de 100 euros. Moi, j'ai envie de dire... Finalement, je connais beaucoup d'utilisateurs qui achètent du Windows Phone chez Nokia parce qu'ils aiment Nokia. Ils aiment la finition, ils aiment les couleurs, on sait que ça va être solide, on sait que ça va être intégré. Ear Maps est vraiment super comme cartographie. On peut mettre hors ligne tout un continent. Et donc ça, aujourd'hui, Google Maps ne le propose pas. Et derrière, c'est fiable quand même. C'est peut-être lent, mais ça ne plante pas. Nokia, c'est ce qu'ils font en termes de logiciel. Effectivement, c'est stable avec une fluidité suffisante pour ce prix. Alors, pour le grand public, Madame Michu, pourquoi pas? Parce qu'elle ne verra pas la différence entre le Google Play et le Nokia Store, je pense pas. Elle ne s'en rendra pas vraiment compte, sauf si on lui dit télécharge Flappy Bird, et je peux te dire qu'il est sur le Nokia Store aussi. Certes. Et il est plus sur le Google Play. Mais on a pu le voir avec Amazon, c'est très difficile d'amener les développeurs. Mais je pense que ça va aller dans le bon sens avec Nokia, mieux qu'avec Amazon. Et ça peut être un téléphone d'appoint pour les technophiles qui veulent un téléphone double SIM, qui peuvent leur sauver quelques week-ends, etc. Pourquoi pas? Joli et qu'on n'oublie pas sur une table. Donc, avis mitigé, on lui a mis 6 sur 10, c'est-à-dire que Nokia peut largement mieux faire, c'est un peu au-dessus de la moyenne, mais il y a des gros bémols, le capteur photo qui est nul, les performances qui sont trop basses, et l'expérience logicielle utilisateur, l'expérience utilisateur avec l'offre logicielle qui est malheureusement loin de ce que propose le téléphone avec Google. Donc j'ai envie de dire, attention. Attention, testez en magasin et regardez si vous n'allez pas être frustré par cette lenteur. J'imagine que la plupart d'entre vous est en vacances pour les vacances de Pâques. Du coup, on a une émission un peu spéciale. Vous avez vu, pas de débat, mais plus d'applications. Donc normalement, il ne devrait pas avoir de mécontents. Et j'ai commencé par Baptiste. Tu nous as préparé donc 2 applications, mais 2 jeux. Alors la première déjà. J'ai mon premier amour dans le jeu vidéo. C'était l'un des premiers jeux 3D qui est sorti, qui s'appelait LBA. Il y a eu un chagrin d'amour d'ailleurs. Little Big Adventure. Il y avait une version 2 qui est l'un des vrais premiers jeux 3D. Et il y a la première version, donc Little Big Adventure. Qu'est-ce que c'est alors 1, mais je connais très bien ça. Qui est un peu plus en 3D isométrique. Et alors là, sur Android, on a une société française qui s'appelle Dotemu, qui a fait un portage sur Android. Le jeu n'a pas une maniabilité extraordinaire, une jouabilité extraordinaire. Il n'a pas été conçu pour le tactile. Évidemment, il n'a pas été conçu pour le tactile et c'est ce qui est un peu dommage. Mais c'est pour ceux qui ont retrouvé tes émotions d'enfant. Pour ceux qui ont joué à ce jeu sur PC, c'est vraiment des superbes retrouvailles. Il faut quand même rappeler que ce jeu est sorti en octobre 1994. Ok, intéressant. Est-ce que tu connaissais Little Big Planet Adventure? Ouais, bien sûr, mais c'est vrai que j'étais pas Little Big Adventure, désolé. LBA pour les intimes, mais j'étais pas joueur à l'époque, mais effectivement, j'ai pas beaucoup joué sur PC sur la version 1 et la version 2, par contre, je l'ai faite et refaite au moins une bonne dizaine de fois.
Et j'attends avec empressement justement qu'ils sortent la version 2. Ils ont quand même réussi à faire tenir le tout. J'ai envie de dire, je pensais que ce serait moins. 260 MO pour télécharger. Ouais. Mais c'est les premiers jeux, c'est en 3D isométrique, etc. Mais il y a des bons avis, donc ça veut dire que le portage n'est pas si mal que ça finalement. C'est fluide, c'est jouable, et pour les amoureux du rétro gaming, c'est à essayer. Je vais me tourner vers Edouard, tu nous as préparé, je crois, un launcher, c'est ça ? Tout à fait ça, c'est un launcher que j'utilise vraiment sur mes tablettes, sur mes smartphones. À chaque fois, c'est vraiment le truc que j'installe à chaque fois. C'est TouchWiz. C'est non, ton launcher par défaut, quoi. C'est celui que tu vas conseiller. Ouais, parce qu'en fait, déjà, il ressemble beaucoup à celui de chez Google, mais du moins de chez avant KitKat. Et la particularité, c'est que toutes les applications, elles sont cachées en fait sur un menu qui est sur la gauche. Ouais. Et ça permet vraiment de gagner beaucoup de temps de cette manière. Sur la gauche ou sur la droite ? Et sur la droite, en fait, il y a un autre volet sur lequel on peut mettre n'importe quel widget, en fait. Donc, moi, mon bureau, du coup, il n'est pas vraiment de base, il ressemble de base. Si, il ressemble de base parce qu'il y a plein de nouveautés. Voilà. Il y a bien évidemment les widgets, les applications, mais il y a vraiment beaucoup d'améliorations qui font qu'il est génial. Vraiment, j'insiste là-dessus. Il est gratuit ou il est payant alors, il est gratuit. Il y a une version pro qui débloque un certain nombre de fonctionnalités, mais on se débrouille déjà pas mal avec la version gratuite. Ce que j'aime bien dessus, c'est que je suis pas très fan des widgets, mais il y a quand même un petit raccourci pour quand même les avoir. En fait, sur les applications, il y a 3 petites barres en bas, sur le dessous, et il suffit de faire un petit swipe dessus et paf, le widget s'affiche dans une pop-up. Donc c'est plutôt classe. J'ai vu qu'il a été mis en avant par Google. Ouais, forcément, ils le mettent très, très souvent en avant. C'est d'ailleurs le développeur de l'application qui s'appelle Linkbubble. Je ne sais pas si ça vous dit un truc. C'est vous avez un lien et ça se met dans une petite pop-up et quand c'est dispo, hop, ça pop. Donc c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup. Et on retrouve quasiment les mêmes fonctionnalités que sur les autres launchers. Bref, voilà. Téléchargez-le et achetez-le si vous aimez. Je vais me tourner ensuite vers Pod. Bouncy Beat. Yes, Bouncy Beat, c'est un jeu que Baptiste aurait pu présenter, puisque c'est ce que j'appelle un jeu caca. Un jeu qu'on peut jouer quand on a 5 minutes de temps libre et qu'on a envie de faire une pause. Il s'agit d'une petite balle qu'on doit faire rebondir contre des murs en fait. Quand à la façon de Flappy Bird, quand on tape sur l'écran, la balle reprend de l'élan. C'est pas un pong, non. Ça reprend quelques bases. C'est-à-dire quelque chose qui peut rebondir. Bah ouais, sauf que là ça rebondit quand tu touches l'écran, donc pas du tout quand tu manipules une raquette ou quoi. Et cette balle on doit pas la faire toucher des espèces de pics. Et donc à chaque fois qu'on touche un mur, on passe un genre de niveau et à chaque fois que les murs vont se régénérer, il y aura de plus en plus de pics, de triangles en fait. Donc c'est extrêmement simple, ça s'appelle Bouncy Beat. Moi j'ai fait 40, donc je vous invite à essayer de me battre, c'est extrêmement difficile. Sans me vanter. C'est gratuit ? Oui, ici très gratuit. De mon côté, je vous ai préparé une première application. C'est parce que si vous louchez sur les fonds d'écran de HTC, de Samsung ou de LG, il y a une application qui les a tous mis. Elle s'appelle Android Wallpaper. Donc ils ont été hyper loin, ils ont fait un gros benchmark pour trouver le nom de l'application. Mais derrière, je pense que vous reconnaissez ce fond d'écran. Et donc c'est tous les fonds d'écran les plus connus qui sont livrés avec les smartphones. Effectivement, on peut retrouver les fonds d'écran qu'on a sur macOS X, sur Samsung, sur LG, sur HTC. Tout a été mis dedans et au final, on a quand même des fonds d'écran qui sont de qualité, ce qui est rare dans une application fond d'écran où il y a un peu tout et n'importe quoi. On est obligé d'aller souvent dans les tops, mais là tout est correct en fait. Donc voilà, voilà pour mon application qui est gratuite et je vous conseille de la mettre au moins pendant 1 minute sur votre téléphone, le temps de récupérer quelques fonds d'écran sympas. Alors on fait un deuxième tour d'application puisqu'on a fait une grosse sélection cette semaine. Grosse sélection et puis là on n'est pas là donc va falloir... Faut meubler quoi, sans l'or, c'est difficile. Du coup, je vais recommencer par Baptiste, et donc j'imagine que c'est un deuxième jeu. Bah oui, bien sûr. Le jeu s'appelle Camille, cette fois-ci il est gratuit.
l'idée, c'est qu'on va avoir, c'est un puzzle, et donc on va avoir des espaces à remplir. Et on va avoir des espaces à remplir de différentes couleurs. Et du coup, il y a un nombre de couleurs à utiliser qui est en défi. Et il va falloir remplir les couleurs dans un certain ordre pour arriver à ce que l'écran soit complètement d'une seule couleur. Ça a l'air sympa. Ça a l'air joli en tout cas. C'est très joli, il y a des superbes animations parce qu'on voit les. C'est clair. On voit ça s'appelle kami parce que kami ça veut dire papier en japonais, et en fait on voit il y a une animation de remplissage qui est du papier, et c'est très joli. Et c'est gratuit? C'est gratuit. Ok. Je vais passer à Edouard. Edouard, qu'est-ce que tu nous as préparé? Alors t'es pas dans le jeu hein. Moi du tout, je suis complètement à l'opposé. Chacun sa section sur Google Play. Chacun sa section sur Google Play. Moi, j'ai trouvé une application que je ne suis pas forcément utilisateur, mais je pense qu'elle est quand même intéressante. C'est un pare-feu pour Android et dont il ne faut pas être root pour l'utiliser. Mais là, vous vous dites, mais comment que ça peut marcher? Et bien en fait, c'est très simple, ça crée un... Mais comment ça peut marcher? Ah ben merci. Et ça marche avec ce qu'on appelle un VPN, c'est-à-dire un tunnel entre votre connexion et la sortie. Ça demande quand même de souscrire un service alors? Non, tu n'as pas besoin de souscrire à un service, c'est un VPN qui est local à ton téléphone. C'est un auto-VPN. Voilà, tu loupes faire toi en fait. Voilà, t'es un VPN toi-même. Ouais. Et donc, pour chaque application, on va pouvoir dire est-ce qu'on autorise ou non le flux à sortir. Donc, ça peut être intéressant par exemple de dire que l'application Gmail, on veut qu'elle se synchronise uniquement en Wi-Fi et jamais en 3G. Tout ça, ça le fait très simplement. Après, c'est un pare-feu, donc il y a plein de choses. On peut faire au niveau des ports, au niveau de... explique concrètement quoi c'est un pare-feu sur un téléphone. Ben, là, l'exemple précis, c'est... Quand tu sens pas bon, tu mets du pare-feu. Oh là là, non mais... Quoi Non. Donc c'est pour sentir bon? J'ai pas compris. Non, c'est pas pour sentir bon. C'est en fait pour que justement tu permettes à ce que ton flux de données, donc quand tu fais une requête web, tu peux ou non la mettre en pare-feu en plein milieu. C'est pour avoir un meilleur contrôle de son téléphone. Donc, ça va permettre de sauver de la batterie parce que les applications vont pas pouvoir utiliser de la data. Et sauver de la data aussi pour ceux qui ont un fair use, qui explose régulièrement le fair use. C'est bien aussi de pouvoir contrôler l'accès. Voilà, aussi d'un point de vue, si on est un peu parano, d'essayer de voir. Tout simplement, certaines applications, on ne veut pas qu'elles envoient des statistiques. Voilà, exactement. Et justement, comme on le voyait là, il y a vraiment une liste avec tous les services, les adresses qui sont appelées. Donc voilà, pour les paranos, il y a vraiment moyen de savoir qu'est-ce que font les applications. Pour les paranos, il y a des longues heures d'études. Les paranos ou les gens qui n'aiment pas la publicité, parce que soyons clairs, pour une application qui normalement n'a pas besoin d'internet, mais qui souhaiterait afficher la publicité et il demande l'accès à internet, les publicités sont évidemment téléchargées d'internet. Donc si avec cette application on leur coupe l'accès, on n'affiche donc pas cette fameuse publicité. Ouais. Le seul petit problème de cette application, c'est que en fait, quand on bloque une application, elle va faire un timeout, c'est-à-dire qu'elle va attendre, mais elle ne va jamais dire je n'ai pas de connexion. Elle n'est pas au courant qu'elle n'a pas internet. Voilà, donc parfois ça peut engendrer certains erreurs peut-être. Voilà, il n'y a pas de message d'erreur, il faudrait qu'il y en ait. C'est un petit dommage, mais en fait c'est un peu la seule technique. Un petit dommage, c'est vraiment comme expression. Arrête de te foutre des voix. Non mais vraiment, l'avantage, c'est la seule manière d'avoir un pare-feu tout en n'étant pas routé. Voilà, et ça c'est gratuit en plus. Ouais. C'est pas mal alors. Bah ouais, je trouve des trucs cool. Je vais me tourner vers Pod. Alors moi j'ai pas une application payante, j'ai pas une application gratuite, j'ai une application qui va vous donner de l'argent. Mais vous allez être la majorité de ceux qui vous avez les courses en bourse, vous avez les cours en bourse. La majorité de ceux qui nous écoutent vont être un petit peu frustrés puisque l'application, elle n'est pas disponible en Europe. J'en parle parce que depuis un peu plus d'une semaine maintenant, elle est disponible au Canada et nous avons un paquet d'auditeurs du Canada. Il s'agit de l'application Google Opinion Rewards et en fait le concept est extrêmement simple. Google vous paye en crédit du store pour répondre à des questionnaires. Donc c'est une application Google. C'est une application Google. Parce qu'il y a des applications qui font ça déjà. Oui, il y a d'autres
fournisseurs de ou même Kali des fois. Exactement. Les payer, Mais là, en l'occurrence, enfin, c'est assez rare qu'elles soient disponibles les études, elles sont sur les applications de mobiles. quelle nature alors ça va être des habitudes de consommation, ça va être des questions sur le type de... Est-ce que vous utilisez un pare-feu sans route sur votre... Non, ça va pas être... ce sera jamais des questions aussi précises. Ça va vraiment être des questions d'ordre statistique. Prévoyez-vous d'acheter un livre ce mois-ci? Si oui, est-ce que c'est quelque chose que vous faites régulièrement? C'est vraiment, essayer de cerner un consommateur moyen. Par questionnaire Alors, il y a des questionnaires. En fait, c'est souvent proportionnel à la longueur, à la durée nécessaire au remplissage d'un questionnaire. Donc, pour un questionnaire de quelques secondes, voire quelques minutes, on est sur les 2, 3, 4, 5 $, mais ça peut monter plus haut pour des questionnaires un peu plus longs à remplir. C'est pas mal pour pouvoir s'acheter la dernière petite application payante que Baptiste a conseillé. C'est intéressant. C'est intéressant pour ceux qui n'aiment pas mettre leur carte de crédit sur Google Play et qui souhaiteraient du coup quand même avoir du crédit sans le payer. C'est pas mal foutu parce que on sait très exactement quelle va être la longueur du formulaire, sur quoi il va porter, etc. Google est effectivement pas le premier à le faire, mais je trouve qu'il l'amène de façon assez agréable sur mobile. Des questionnaires qu'on peut donc remplir quand on est dans le métro, même si à Montréal ça capte absolument pas. Mais voilà. Mais ça va venir, il paraît. Belle a dit que. En France, on peut l'attendre ou... Je ne pense pas. Ça m'étonnerait. C'est le genre d'application qui est en général réservé au continent nord-américain. C'est à rapprocher d'un Google Shoppers ou de ce genre de choses que l'on ne verra probablement pas débarquer en Europe avant plusieurs années. Pour que ça soit rentable pour Google, il faut se rapprocher de publicitaires, faire des partenariats, Tout à fait. Et ce qu'ils n'ont pas vocation à faire. C'est pas l'idée. Mais donc voilà, si vous êtes au Canada, depuis déjà une semaine, vous avez accès à cette application qui était auparavant disponible seulement aux États-Unis. C'est intéressant, ça peut donner des idées à certaines startups françaises. C'est peut-être une idée de modèle d'affaires. Tout à fait. Et moi je vais terminer avec mon application et c'est un petit jeu qui s'appelle Runbot. C'est un runner game en 3D qui est un peu dans l'univers de Tron. Et bien sympathique, avec un peu de paiement in-app. Et puis c'est sympa pour s'amuser, peut-être pas aux toilettes, mais plutôt dans les transports. Quand tu dis un peu d'achat in-app, c'est dans quelle proportion? Parce que c'est vrai qu'on aime bien savoir ça à l'avance. Suffisamment pour que l'application ait plus de 4 sur 5 sur Google Play. D'accord. Malheureusement, il y en a peut-être un peu trop. Et vu qu'elle utilise un moteur 3D qui a priori a été mal intégré, il y a quelques bugs sur certains devices. Donc bon, à essayer, ça marche sur les principaux appareils. Et vous allez devoir peut-être utiliser un peu de in-app purchase pour avancer dans les niveaux. Donc ça rend addictif jusqu'au moment où on dit stop. Tu payes. Non mais l'univers est sympa. C'est un univers futuriste. Si vous êtes amateur de Tron, ça flashy, etc. Moi j'aime bien. Cool. Voilà, et donc c'est tout pour l'émission 19 d'Androtech, une émission un peu spéciale avec le test du Nokia X et pas mal d'applications. Je vais remercier les personnes sur le plateau, à commencer par Pod. Merci à toi Ulrich, bonnes vacances à tout le monde. Joyeuse recherche de... Enfin, ça se dit pas joyeuse recherche. Joyeuse Pâques. J'espère que tu vas manger plein de chocolat. Et je vais passer ensuite à Baptiste. Comment il s'appelle déjà? C'est qui lui, le mec à lunettes là-bas? Allez, à bientôt. Et mon préféré, Edouard. À la prochaine. À la prochaine. Et tu nous ramèneras du chocolat parce que à chaque fois tu ramènes du chocolat, mais là c'est pas que. Non, je ramène des bonbons, mais. Ah oui, bon, ok. Chocolat, c'est moi en fait, mais. Faut pas le dire. Chocolat à l'érable. Je vais remercier ensuite en régie, et bien entendu, Edouard Marquis, notre producteur. Et juste à côté, notre super réalisateur, qui vient de revenir de vacances, Olivier Rousseau. Je vous remercie d'avoir suivi Androtech, épisode 19. Je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à partager vos retours avec le hashtag Androtech sur les réseaux sociaux. Et puis n'hésitez pas à parler de l'émission autour de vous. Je suis sûr que vous avez certains amis qui seront intéressés pour regarder cette émission et découvrir pas mal de choses. Entre autres des applications, etc. Vous savez... Donc je vous dis à la semaine prochaine et puis rendez-vous mercredi pour suivre les lives des coulisses de l'enregistrement de l'épisode 20
d'Androtech avec le retour de Laure. Ciao. Bye bye.